D'être avec vous aujourd'hui pour vous transmettre quelques informations sur justement les obligations qui sont liées à l'embauche du premier salarié ou des premiers salariés, puisque on peut en embaucher un, mais parfois on peut aussi en prendre plusieurs d'un coup. Euh, Lorsqu'on embauche son salarié, ben, c'est une nouvelle étape de notre vie entrepreneuriale qui débute. Alors, créer son entreprise, lancer son activité, c'est une activité absolument extraordinaire. Et quand on embauche un salarié ou ses premiers salariés, eh bien, on passe un cap. Alors, on passe un cap en termes d'intérêt, en termes de développement. Le management, ça va être quelque chose de totalement nouveau qui va énormément vous accaparer. Mais ce qui va aussi vous prendre un petit peu de temps et un petit peu d'énergie, justement, ce sont ben, toutes les obligations légales que vous aurez à respecter. Obligations légales qui sont alors, de par le Code du travail, mais aussi obligations conventionnelles qui sont de par la convention collective que vous appliquez et ou que vous appliquerez pour les créateurs au sein de votre future entreprise. Euh, L'objectif de ce webinaire, alors ça va pas être une formation, puisque avec toutes les obligations, on pourrait y passer une semaine à temps plein à décortiquer, à vraiment vous expliquer dans le détail, mais c'est simplement voilà, de vous donner des pistes, de vous alerter, de vous donner quelques conseils, le tout que ça soit vraiment hyper concret pour savoir comment les anticiper et comment y répondre aisément. Voilà, vous puissiez vous dire lorsque vous passerez ce cap, ou si peut-être vous venez juste de le passer justement, eh bien, c'est de se dire, ah oui, on m'avait parlé justement qu'il y a un truc là-dessus, il faut que je regarde, il faut que je me renseigne. Alors, soit vous le faites par vous-même, soit finalement vous faites appel à quelqu'un pour vous accompagner, peu importe, mais en tout cas que vous ayez cette petite alerte en vous disant, il y a quelque chose sur lequel je dois respecter et je dois y prendre garde. Le, le cabinet RH Progress, donc qui est mon cabinet, donc moi j'ai créé en septembre 2018, est composé donc de deux personnes. Nous sommes deux. Il y a Laurie Azevedo qui est chargée de mission RH, donc elle m'accompagne depuis un an et demi sur la gestion, aider finalement nos clients à professionnaliser leur gestion des ressources humaines pour qu'ils soient sereins et que la progression de leur entreprise soit efficace. Hein, on est vraiment dans l'esprit de pouvoir aider, accompagner les dirigeants d'entreprise, plutôt TPE, PME. Hein, c'est notre credo, de manière justement à ce qu'ils puissent piloter de manière plus fine leur entreprise et faciliter leur développement. Moi, pour ma part, j'ai passé une petite vingtaine d'années en tant que salarié dans des entreprises de taille intermédiaire entre 500 et 700 salariés. Donc j'étais le directeur des ressources humaines et j'ai créé mon cabinet en septembre 2018. Et donc depuis 6 ans et demi, ben voilà, on accompagne. Alors comme le disait Yevgenia justement, ben, c'est surtout sur le sud Seine-et-Marne. Après, je rayonne aussi sur Paris et l'Orléanais. Hein, parce que finalement, l'Orléanais, c'est seulement à 1 heure et demie de voiture d'ici. Donc je mets parfois moins de temps pour aller à Orléans que pour aller sur Paris. Notre accompagnement, il est de deux ordres. Soit on l'accompagne finalement avec une gestion vraiment ponctuelle, à savoir une entreprise a un besoin, mais finalement nous répondons à leurs besoins et ensuite ça s'arrête. Exemple, une entreprise à partir de 11 salariés doit mettre en place des élections des représentants du personnel, nous les mettons en place et ça s'arrête là. Ou bien avec un accompagnement vraiment sur la durée, à savoir avec un contrat par exemple de prestation de 1 an, et bien pendant 1 an, l'entreprise a un forfait. Justement, tous les mois, elle sait exactement combien ça va lui coûter et nous sommes son interlocuteur privilégié. Nous faisons tout ce qu'il faut pour l'accompagner et sécuriser son entreprise. Nos missions, pour terminer, euh, débutent à partir du moment où vous avez trouvé votre collaborateur. Nous ne faisons pas de recrutement, mais à partir du moment où le collaborateur arrive, voilà, bah donc il y a un contrat de travail à réaliser jusqu'à son départ de l'entreprise. Alors qu'il peut être une démission, rupture conventionnelle, les différents types de licenciements, etc. Et toutes les étapes intermédiaires avec des actions finalement sur la partie hygiène et sécurité de l'entreprise, sur la partie formation, sur la partie par exemple aussi politique de rémunération. Hein, puisqu'il y a des éléments de rémunération qui parfois sont exonérés de charges, d'autres pas. Donc, en fonction de vos possibilités, vos budgets, qu'est-ce qui peut être le plus intéressant pour vous? Ce sont tous ces éléments-là, finalement, que l'on analyse. Et en fonction de vos souhaits, en fonction des orientations que vous souhaitez prendre, eh bien, voilà, nous sommes là pour vous conseiller et pour aménager vraiment la politique de gestion de vos ressources humaines. En tout cas, ça c'était une rapide présentation de notre cabinet, pour Laurie et moi-même. Mais ce qui va nous intéresser
aujourd'hui. Hop, ça sera surtout, voilà, en fait, en 7 points, les formalités liées à l'embauche. On va parler de déclaration préalable à l'embauche. C'est un long mot, mais par contre, c'est très simple. Voilà, il faut juste le faire, parce que sinon, on peut être taxé de travail au noir, travail non déclaré. On va parler un peu hygiène et sécurité des conditions de travail avec le document unique. Ce document, je vous le redirai, mais c'est vraiment la pierre angulaire de la prévention des risques en entreprise. S'il y a vraiment une seule chose à faire, c'est vraiment ça. Il faut impérativement le faire. C'est pour ça que nous avons souhaité attirer votre attention là-dessus. Nous allons parler de télétravail. C'est pas adapté à toutes les entreprises, parce que tout le monde ne peut pas être télétravailleur, mais par contre, c'est dans l'air du temps depuis notre fameuse période Covid. Même si certaines grandes entreprises reviennent sur le télétravail, ça reste quand même quelque chose qui est très attendu, très demandé par les collaborateurs. Et par retour d'expérience, c'est quelque chose aussi qui se marie très bien finalement dans la gestion du travail. La durée du travail en point numéro 4, qui est peut-être là où il y a le plus de contentieux prud'homaux. Donc voilà, quelques alertes à vous informer dessus. Et des points très rapides sur les affichages obligatoires, la convention collective nationale, quelques informations, vous sachez qu'est-ce qui se cache derrière cette information-là, et quelques points divers. Comme vous l'a dit justement Yevgenia, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Yevgenia se permettra justement de m'interrompre pour que je puisse y répondre immédiatement. Hein, comme ça, vous avez une question, vous avez immédiatement la réponse. Et ensuite, je reprendrai le déroulé de ma présentation. Voilà le sujet du jour. Hein. C'est parti. Nous allons commencer très rapidement avec la déclaration préalable à l'embauche. Vous verrez les slides, elles ont parfois beaucoup d'informations. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous avons souhaité vous concevoir comment ça s'appelle? Un support de présentation que vous recevrez par la suite, qui soit peut-être le plus complet possible, que vous puissiez vraiment vous concentrer sur ce que je vais vous dire, et que peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, si vous décidez justement d'embaucher votre collaborateur, que vous reprenez cette présentation, vous ayez un maximum d'informations hein, sur ce support, sans que vous ayez besoin de vous replonger dans vos mémoires, dans vos notes, etc. En tout cas, cette formalité liée à l'embauche, la première, la DPAE, déclaration préalable à l'embauche. En tant qu'employeur, vous avez l'obligation de déclarer tous les salariés que vous embauchez. Hein, c'est-à-dire qu'ils soient en CDI, en CDD, en contrat d'apprentissage ou même les contrats saisonniers, puisque ça reste un CDD, un contrat saisonnier, vous devez le déclarer auprès de l'URSSAF. Cette déclaration, elle est toute simple. Je vous ai mis justement le lien https au milieu, due.ursaf.fr. Vous avez simplement à renseigner votre numéro SIRET et après, vous avez 5 ou 6 informations sur comment ça s'appelle, des éléments de votre collaborateur, nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, etc. Et c'est tout. Vous cliquez sur le bouton envoyer et c'est terminé. En 2 minutes, vous avez réalisé votre déclaration et celle-ci doit impérativement être réalisée, alors au plus tôt dans les 8 jours avant l'embauche, comme indiqué, mais par contre, elle doit impérativement être réalisée avant l'embauche. Voilà pourquoi, c'est simplement si vous avez un inspecteur du travail qui se déplace dans votre entreprise, il va vouloir contrôler quelles sont les déclarations préalables à l'embauche, quelles sont les payes, quels sont les contrats de travail, quel est le registre du personnel, tout ça on va en parler au cours de notre présentation, et il va essayer de contrôler que tout concorde. Voilà, et ça c'est un élément justement qui pourrait vous être amené à vous demander. Obligation très simple à répondre. Autre obligation, un petit peu plus complexe parce qu'elle demande un peu plus de technicité, justement, ça va être le contrat de travail. Pourquoi? Parce que justement, le contrat de travail, c'est une obligation légale. Alors, je dis une obligation, pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous décidez d'embaucher quelqu'un en CDI à temps plein, il n'y a pas d'obligation légale de rédiger un contrat de travail. Pour autant, c'est quand même très, très, très fortement conseillé parce qu'il est préférable d'avoir des éléments qui soient notés par écrit, signés par les deux parties, plutôt que de l'oral où finalement, 6 mois après, on ne sait plus exactement ce que l'on s'est dit et il peut y avoir contestation, il peut y avoir litige, etc. Le contrat de travail, en général, nous retrouvons des informations sur l'identité, l'engagement, les missions, le lieu de travail, la durée, la rémunération, bien évidemment. Après, vous êtes libre d'ajouter d'autres informations qui sont liées vraiment à des besoins spécifiques ou à des besoins sur le poste en question. Par exemple, vous pouvez très bien décider d'ajouter une clause d'exclusivité, une clause de mobilité pour vous permettre finalement de pouvoir déplacer votre collaborateur plus facilement si jamais l'entreprise venait à déménager, ou bien même ce que l'on peut retrouver souvent, une clause de non-concurrence.
un petite parenthèse sur la clause de non-concurrence, parce que souvent, on m'en parle, et les clients m'en parlent et me demandent justement de pouvoir l'intégrer ou pas. Ce qu'il faut savoir avec la clause de non-concurrence, c'est de vous dire que votre collaborateur, quand il arrêtera de travailler pour vous, et peu importe le motif de son départ, il ne pourra pas finalement travailler pour la concurrence. Mais par contre, dans ces cas-là, pour qu'elle soit valable, cette clause, il faut qu'elle soit définie précisément. C'est-à-dire que vous allez devoir définir, par exemple, interdiction de travailler pour la concurrence, alors exactement sur quel type de mission, sur quel périmètre géographique, alors ça peut être justement dans un rayon de 50 km autour de votre entreprise, ou sur le département 77 ou l'Île-de-France, par exemple, mais aussi pendant une durée déterminée, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, après ça c'est à vous de voir, tout en sachant que c'est pas parce que vous répondez à tous ces éléments-là que la clause est valable, puisque pour qu'elle soit valable, il y a un élément très important à mettre par écrit dans votre document, c'est qu'il va aussi falloir verser une contrepartie financière. Et cette contrepartie financière, elle va être fonction, plus la clause va être restrictive, plus la contrepartie financière sera élevée. Régulièrement, on trouve par exemple des clauses de non-concurrence à hauteur de 15% du salaire annuel, hein, voilà, qui peut être versé. Donc après, tous les mois, on verse 15% du salaire pendant 1 an, par exemple. C'est le type de clause que l'on peut trouver. Alors c'est un petit peu coupé justement en bas de page avec où il y a une phrase en rouge où justement il y a certains contrats particuliers, temps partiel, CDD. Il y a des obligations de forme très particulières. Je vais en toucher 2 mots juste après, hein, et je vous mets en alerte sur attention au risque de requalification, hein, concernant ce type de contrat. Ce type de contrat, justement, les CDD et les contrats à temps partiel, beaucoup d'entrepreneurs veulent signer, par exemple, quand on embauche un collaborateur, je ne vais pas tout de suite faire un CDI, je vais d'abord faire un contrat de 6 mois. Ça va me servir un petit peu de période d'essai. Je vous mets en alerte, c'est pas parce que de nombreuses entreprises le font que vous devez le faire. Pourquoi? Je vous préconiserais plutôt quand même de signer un CDI pour différentes raisons. Déjà, le CDD, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conditions. Il doit être impérativement écrit, vous devez définir un motif, une durée, hein, et il y a une prime de précarité à verser à la fin. On ne peut pas réaliser un motif de CDD pour tout et n'importe quoi. En l'occurrence, là, dans l'exemple que je prenais, à savoir quelqu'un qui essaie de détourner le CDD pour avoir une durée plus longue en se disant je vais faire 6 mois, ce qu'il faut savoir, c'est que OK, vous allez faire un CDD de 6 mois. S'il est passé en CDI, si vous le titularisez en CDI, vous n'aurez pas de risque d'avoir de problème. Par contre, si vous refusez son passage en CDD, le salarié pourra très bien dire, c'est un CDD détourné, il est faux, je demande la requalification du contrat en CDI. Et là, ça va être le début des embêtements pour vous devant un conseil des prud'hommes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, admettons votre CDD, au bout d'1 mois et demi, vous vous dites, bon, j'ai signé 6 mois avec lui, mais non, ça ne fera pas l'affaire. Ça ne va pas le faire et je veux l'arrêter. Au bout d'1 mois et demi, vous serez quand même allé, parce que simplement, sauf s'il fait une faute très grave, s'il vole ou quoi que ce soit, mais sinon vous êtes obligé d'aller au bout des 6 mois. Donc, c'est-à-dire, vous allez travailler pendant 4 mois et demi avec quelqu'un qui ne répond pas à vos besoins. Pourquoi? Parce que les conditions de rupture du CDD, elles sont beaucoup plus restrictives qu'un CDI. Je parle d'une période d'essai, bien évidemment. En CDD, c'est une des mentions. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, vous faites un contrat de 6 mois. En CDD, la période d'essai est de 2 semaines. C'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide pour savoir si vous souhaitez aller au bout du contrat ou pas. Tandis que si vous faites un contrat à durée indéterminée, même sur quelqu'un qui est de niveau ouvrier ou employé, le Code du travail indique une période d'essai de 2 mois renouvelable. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 4 mois de période d'essai. C'est pour ça que je vous conseille plutôt, faites un CDI, vous respectez le cadre légal, vous ne prenez pas de risque à l'égard d'un éventuel contentieux prud'homal. Vous avez, dans 99% des cas, 4 mois de période d'essai avec le renouvellement, ce qui vous donne largement le temps d'apprécier finalement les compétences et les aptitudes à votre collaborateur à tenir le poste. Et puis surtout, vous n'aurez pas de prime de précarité à verser. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le CDD, vous avez 10% de l'ensemble des salaires à verser au titre de la prime de précarité. Et là-dessus, vous rajoutez aussi 10% de congés payés à verser. Donc, attention, sur les contrats à durée déterminée, il y a un cadre qui est très spécial. Sur les temps partiels, c'est pas. Oui, pardon? Oui, Fabien, j'ai Oui, une petite question dans le bien sûr. chat. Un CDI pour une entreprise très jeune qui ne réalise pas encore un CA suffisant ne représente-t-il pas un risque financier trop important?
Alors, dans ces cas-là, il faut voir finalement, est-ce que déjà, est-ce que vous avez la capacité financière à payer les salaires et les charges? Ça, c'est le premier point avant de se dire, euh, a priori, j'ai besoin de quelqu'un, mais avant de rentrer sur le type de profil, peut-être se poser la question, est-ce que je peux le payer? Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, un contrat à temps plein aura un salaire brut plus important, donc des charges patronales plus importantes, mais peut-être que dans un premier temps, vous avez simplement besoin d'un contrat à temps partiel. Moins d'heures, donc moins de salaire, moins de charges. Le coût salarial sera plus léger. Autre possibilité, et je vais en parler sur la slide d'après, ça peut être justement d'embaucher, pourquoi pas, quelqu'un qui est en formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Où là, justement, vous le verrez, alors vous n'avez pas quelqu'un qui est à temps plein, mais par contre, vous avez quelqu'un qui est rémunéré à un taux moindre et avec quasiment pas de charge patronale et surtout avec des aides à l'embauche. D'accord, financière. Donc ça peut être aussi une option. On a souhaité le mettre en avant parce que de nombreuses entreprises, jeunes entreprises, n'ont pas encore effectivement les capacités financières de prendre quelqu'un à temps plein, et donc elles passent par le biais de l'apprentissage. Voilà le temps de passer un cap et ensuite recruter vraiment quelqu'un peut-être à temps plein avec un salaire plus important et donc des charges plus importantes et un coût salarial plus important pour l'entreprise. Mais effectivement, il faut bien sécuriser cette partie-là. Hein, et c'est pour ça aussi que je parlais en termes de rémunération. Parfois, on peut avoir des éléments de rémunération qui peuvent être exonérés de charges par rapport à d'autres et qui sont extrêmement intéressants pour les jeunes entreprises. D'accord? Sur le contrat à temps partiel, il y a un cadre qui est très strict. Il faut faire extrêmement attention. Les horaires de travail doivent être bien définis, hein, et même si quelqu'un à temps plein peut faire des heures supplémentaires, c'est-à-dire au-delà de 35 heures, un temps plein, c'est quelqu'un qui travaille 35 heures. Donc, s'il travaille 37, 38 heures, je verse des heures supplémentaires. Eh bien, si vous signez un contrat de 25 heures avec un collaborateur, il a aussi la possibilité, en fonction de votre demande, de réaliser des heures en plus. Voilà. Je mettais heures complémentaires 10 ou 33%, c'est puisque ça dépend des conventions collectives. Le Code du travail nous indique qu'un salarié peut faire 10% de son temps de travail en plus, mais certaines conventions collectives l'étendent jusqu'à un tiers. Quand je parle de 10 ou 33%, je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un, par exemple, qui travaille 21 heures, va, quand on parle de 10% en plus, donc 21, 10% de 21, c'est-à-dire c'est 2,10 heures, donc on va dire on peut faire 2 heures en plus, et un tiers de 21 heures, c'est 7 heures, je peux faire éventuellement jusqu'à 7 heures complémentaires au-delà de ma durée du travail. On ne va pas rentrer plus dans le détail, hein, on va passer à l'étape suivante, puisqu'elle répond en quelque sorte aux besoins qui a été lié à la question, qui sont les formalités liées au contrat d'apprentissage. J'ai mis deux slides pour vous donner quelques informations. L'apprentissage, tout le monde a dû en entendre parler, mais pour savoir un petit peu quelques informations très générales pour que tout le monde soit au même niveau, l'apprentissage, notamment pour les TPE, ou pour toutes les entreprises, mais principalement pour les personnes qui viennent de se lancer et qui hésitent finalement pour des raisons financières à passer un cap en embauchant quelqu'un, ça reste quand même une très bonne opportunité. Alors, une opportunité sociale et de partage parce que vous avez participé à la formation d'un jeune, hein, c'est aussi ça. Ça va permettre de valoriser quand même aussi votre apport, votre expérience, vos connaissances. Mais à titre personnel, pour votre entreprise, vous allez bénéficier d'une aide financière à l'embauche qui est aujourd'hui, pour les sociétés de votre taille, qui est de 5 000 euros versés la première année. Donc tous les mois, vous recevez un douzième de 5 000 euros. Voilà. Donc si vous avez une formation qui est sur un contrat de 1 an, ben, vous allez toucher 5 000 euros. Et si c'est une formation sur 2 ans, vous allez toucher 5 000 euros la première année, rien la deuxième année. En tout cas, voilà, aide à l'embauche et puis une exonération partielle de vos charges patronales. La durée du contrat, ça peut être jusqu'à 3 ans. C'est en fonction du type de formation préparée. Mais si voilà, c'est quelqu'un qui prépare un BTS, bah, dans ce cas, vous aurez une préparation de 2 ans. Si c'est quelqu'un qui est en troisième année, qui prépare un bachelor, la formation et le contrat sera de 1 an, etc. Et ce qui est intéressant pour revenir sur votre question, Yevgenia, c'était justement la rémunération de l'apprenti. Elle est fonction de son âge et justement de son année d'apprentissage. C'est pour ça qu'il y a un tableau sur la droite avec double entrée qui se lit ainsi. Par exemple, c'est un apprenti, il réalise sa première année de formation, quelqu'un qui a 21 ans, eh bien voilà, vous prenez la colonne première année, la ligne 21-25 ans, et vous avez à lui verser en brut 954 euros. Il y a juste en dessus
une information 943 euros qui est indiquée, c'est le montant net que le collaborateur va percevoir, puisque lui, il a 11 euros de charge salariale. Voilà. Donc on est avec, par exemple, 954 euros, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs que si vous deviez embaucher quelqu'un à temps plein. Et c'est pour ça que d'un point de vue financier, avec l'aide à l'embauche, les exonérations de charges patronales et ce salaire qui est minoré, hein, c'est un pourcentage du brut, pardon, un pourcentage du SMIC, eh bien, il y a quand même de gros intérêts financiers à aller sur ce biais-là. Euh, le contrat d'apprentissage, oui, vous avez des obligations, hein, parce que vous devez quand même donner des missions à votre apprenti, justement missions qui sont en rapport avec le diplôme visé. Si vous embauchez, par exemple, un apprenti, pardon, qui est en formation pour une communication liée avec le digital, et que vous le mettez sur de la vente en boutique, ça va pas aller, ça sera pas possible, ça répondra pas aux besoins. Donc, attention à bien lui donner des missions en rapport avec le diplôme préparé, même si ça paraît logique, c'est toujours bien de le renseigner. L'apprenti doit être encadré par un tuteur qu'on appelle le maître d'apprentissage. Ce maître d'apprentissage, ça peut être vous-même en tant que chef d'entreprise ou un autre collaborateur, hein. Il faut simplement avoir une condition d'expérience et puis ou une condition de diplôme, hein, les informations sont indiquées dans la colonne centrale. Et puis, bien évidemment, votre apprenti, vous le rémunérez. Et même s'il est apprenti, donc avec un contrat un petit peu différent, il a les mêmes droits que les autres collaborateurs. En tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que recruter un apprenti, les avantages, ça vous permet justement de former un potentiel futur collaborateur. Et quand on parlait de période d'essai, eh bien pour le coup, c'est un petit peu ça. Parce que là, vous êtes tout à fait en droit de signer un contrat d'apprentissage, et à l'issue du contrat d'apprentissage, il n'y a aucune obligation de l'embaucher en CDI. Vous êtes libre finalement de l'embaucher en CDI ou d'arrêter le contrat s'arrête sans continuité derrière. Par contre, si vous avez l'entreprise qui s'est développée, ça vous permet justement de pouvoir avoir quelqu'un qui est formé à vos process, formé à votre activité, et vous le connaissez parce que vous avez travaillé pendant 1 an, pendant 2 ans avec lui. Et donc, vous avez toute confiance avec lui. Donc là, finalement, vous gagnez en formation et vous facilitez vos recrutements. Vous avez bien évidemment, comme je l'ai dit, une aide financière, des exonérations, hein. Et puis le dernier point que moi je trouve extrêmement important, c'est vraiment d'assurer une mixité intergénérationnelle, à savoir, même si c'est jamais évident de travailler avec des personnes de générations différentes, chaque génération, elle a, elle a des atouts. Voilà. Et ça vous permet justement, quand on a cette mixité-là, de pouvoir bénéficier des atouts de votre génération avec celle peut-être de quelqu'un qui est plus jeune, hein. Et là, vous pouvez arriver à mixer et d'avoir un maximum de répondants en fonction des problématiques que vous avez à affronter au quotidien. Fabien, petite Oui. question complémentaire. Les montants indiqués sur la grille des salaires du contrat d'apprentissage sont-ils avant ou après déduction de l'aide de l'État? Ça, c'est le salaire brut. Donc, c'est hors déduction de l'aide de l'État, hein. C'est-à-dire, voilà, donc s'il y avait, je crois, sur l'exemple que j'avais pris, 954 euros bruts, mais en plus, vous avez donc les 5000 euros divisés par 12 qui sont versés à côté. Autre obligation, la médecine du travail. Alors, vous n'avez pas l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail. Par contre, je vous le recommande quand même très fortement. Puisque si vous n'adhérez pas à ce service de santé au travail, c'est vous en interne qui allez devoir gérer, prévenir les risques et vous assurer que tout le monde répond aux obligations générales, qui est, quand on est une petite structure, est quand même très complexe à réaliser. Donc, je vous invite à adhérer à ce service de santé au travail. Euh, Ce que je vous invite, il y a toutes sortes d'associations qui proposent ce type de prestations sur le marché. En termes de coûts, on est toujours sur quelque chose de très... Ça se ressemble quand même, on est très similaire. J'ai envie de vous dire, prenez le service de santé au travail qui est le plus proche de votre entreprise. Ça vous permettra finalement de perdre moins de temps à votre collaborateur quand il ira en visite chez le médecin du travail, puisque le temps de visite et le temps de déplacement doit se faire sur votre temps de travail, donc ça vous permettra d'économiser finalement sur ces contraintes-là. D'accord? N'oubliez pas que le service de santé au travail, la médecine du travail, va accompagner votre entreprise et bénéficie finalement pas que juste d'un médecin, mais vraiment d'une équipe pluridisciplinaire, par exemple des ergonomes, des psychologues, qui vont vous permettre parfois de répondre à des besoins spécifiques sur votre entreprise. Ce qui est important par contre, c'est donc qu'il y a une visite médicale à l'embauche qui est à réaliser. Cette visite, appelée visite d'information et de prévention, hein, bon, une visite d'embauche, elle doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent l'embauche.
Ça, c'est quelque chose qui est important. Votre collaborateur sera aussi reçu par le médecin du travail, ce qu'on appelle les visites médicales périodiques. Là, c'est le médecin du travail qui va décider si la visite se réalisera tous les 5 ans, qui est la durée maximum, ou bien tous les 2 ans, ou sur une durée intermédiaire. C'est le médecin du travail qui décide en fonction des risques liés à l'emploi, mais en fonction de la situation personnelle du collaborateur. Est-ce que je vais le voir tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans? Bien évidemment, juste un exemple, quelqu'un qui travaille de nuit ou dans des milieux chimiques sera vu beaucoup plus souvent que quelqu'un qui est un employé de bureau. De la même manière, quelqu'un qui a une reconnaissance de la qualité de travail handicapé sera vu plus souvent que quelqu'un qui est sur un travail de bureau. Visite d'embauche, visite périodique, et il existe une troisième visite après, et on ne va pas rentrer trop dans le détail, c'est un petit peu plus technique, mais après une absence maladie, alors que ça soit pour accident du travail, une maladie professionnelle ou une maladie, on va dire, simple, eh bien, à partir d'une certaine durée d'absence, le salarié doit retourner voir votre médecin du travail pour s'assurer qu'il est bien apte, après cette longue absence, à reprendre son travail. Le point suivant, justement, c'est sur la partie prévoyance et frais de santé. Alors là, on va parler coût parce que ça va vous coûter de l'argent, mais ça permet aussi de renforcer, vos actions sociales en faveur de vos collaborateurs. Bien souvent, la partie prévoyance et frais de santé, on a, tendance à les confondre, alors qu'on est vraiment sur 2 choses différentes. Ce qu'on appelle frais de santé, c'est plus couramment appelé la mutuelle. Voilà. Pour rappel, depuis 2016 de mémoire, les entreprises ont l'obligation de proposer une couverture mutuelle à leurs collaborateurs, et cette couverture mutuelle doit être prise en charge au moins à 50% par votre entreprise. D'accord? Vous êtes libre de choisir l'assureur de votre choix, hein, mais par contre, vous devez répondre à minima aux garanties qui sont imposées par votre convention collective. Donc votre convention collective, on la reparlera, mais chaque secteur à l'activité a défini justement un panier de soins minimum à respecter. Vous pouvez faire plus, donc dans ces cas-là, ça coûtera un peu plus, mais vous devez à minima répondre à ce besoin. La mutuelle va couvrir les frais médicaux du quotidien, donc les visites chez le médecin, l'achat de médicaments par exemple, alors que la prévoyance, on va vraiment parler de cas beaucoup plus lourds parce que ça va couvrir ce qu'on appelle l'incapacité, l'invalidité et le décès. Quand on parle d'incapacité, en fait, c'est la maladie. Vous avez la sécurité sociale qui versera des indemnités journalières, de sécurité sociale pour compenser la perte de salaire pendant l'arrêt de travail après une certaine carence. Eh bien, la prévoyance versera aussi un complément à ces indemnités journalières. En cas d'invalidité du collaborateur, donc on monte d'un cran en termes de gravité, là c'est pareil, il va y avoir aussi des versements financiers pour votre collaborateur. Et si on continue encore de monter en cas de décès du collaborateur, alors qu'il soit dans l'entreprise ou ailleurs, peu importe, en cas de décès du collaborateur, il y a un capital qui est versé aux proches et parfois une rente éducation s'il y a des enfants dont il avait la gestion, pardon. Et donc, dans ces cas-là, pour qu'ils puissent aussi subvenir à leurs besoins jusqu'à leur majorité. Voilà, donc la mutuelle, les frais médicaux, la prévoyance, maladie, invalidité, décès. De la même manière que les conventions collectives, finalement, elles définissent des garanties minimums pour la partie mutuelle, elles définissent aussi des garanties pour la partie prévoyance. Et vous, ce que vous devez, c'est au moins souscrire un contrat d'assurance prévoyance, un contrat d'assurance mutuelle pour garantir ces risques-là. Soit vous faites vos recherches vous-même et vous contactez les assureurs de la place justement pour trouver le meilleur contrat. Après, petite info, il existe aussi des courtiers, ce qu'on appelle en assurance collective, qui aident justement les entreprises à négocier pour elles, justement ce type de garantie. Et ce sont elles justement qui vont faire la recherche dans leur portefeuille d'assureurs en fonction des garanties que vous avez, eh bien quel pourrait être le meilleur contrat. Vous gagnez du temps, il y a quand même cet intérêt-là. C'est toujours gagner du temps et puis de faire appel à un prestataire. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, justement, comme eux ont des volumes de contrats qu'ils ont déjà négociés, vous pouvez parfois avoir des taux plus intéressants que ce que vous feriez vous-même en allant justement chercher individuellement votre meilleur assureur. Donc pensez-y, ça ne vous coûte rien de faire appel à eux. Petite information comme ça au passage. Le... Fabien, petite Oui, question dans bien le sûr. chat sur les slides précédentes. Est-ce qu'il y a des avantages financiers à recruter un senior? Ça dépend des périodes.
Ça dépend des périodes. Parfois, il peut y en avoir, parfois pas. Alors, je crois qu'en ce moment, il n'y en a pas. Par contre, après, vous avez parfois des aides à l'embauche en fonction de la localisation de la personne, hein. Euh, il y a justement des aides, alors je ne sais plus si elle existe encore aujourd'hui, mais l'année dernière, elle existait, où la personne, si elle habitait dans des quartiers, on va dire, en difficulté économique, des quartiers difficiles, eh bien, vous aviez des aides à l'embauche qui vous étiez versées. Au-delà des seniors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi France Travail, hein, qui est le nouveau nom de Pôle Emploi, qui a différentes aides finalement à l'embauche, ou parfois quand vous avez une personne qui est en chômage de longue durée, vous souhaitez le recruter, vous pouvez avoir finalement un temps qui n'est pas... comment expliquer ça? Ça ne va pas rogner sur la période d'essai. C'est pas vous qui allez le payer, mais il va par exemple passer jusqu'à un mois en entreprise où il va commencer à apprendre le travail, donc vous allez le former, et ça va vous permettre, lui, alors de tester est-ce que cette mission, est-ce que ces missions, est-ce que cette entreprise me plaît, et vous de vous dire est-ce que finalement je veux travailler avec cette personne-là. C'est pas une aide à l'embauche, mais par contre, ça vous permet d'avoir un mois de délai de formation, de période d'essai, entre guillemets, de test, sans que ça soit vous qui rémunériez votre collaborateur. D'accord? Et après, vous avez le contrat de travail avec justement la période d'essai qui va bien, etc. Donc il y a aussi ces possibilités vis-à-vis de Pôle emploi, enfin, France Travail, pardon, qui peuvent être intéressants à creuser, hein, si vous recrutez quelqu'un qui est justement demandeur d'emploi. Après, les aides à l'embauche, ça varie tout le temps en fonction des populations sur lesquelles on veut justement acter. Je prends par exemple quelqu'un, si vous recrutez quelqu'un qui a un statut de travailleur handicapé, vous pouvez avoir des aides justement pour faciliter son intégration, son adaptation, etc. au sein de l'entreprise. Alors justement, on a une petite précision dans le chat. Donc les aides qui ont été évoquées pour les QPV, quartiers prioritaires de la ville, pour les emplois francs, visiblement ne Exactement. seraient plus disponibles depuis le 31 décembre. Voilà. Voilà. Bah, voilà. Donc merci pour la précision. Euh, Sur les entretiens, au cours de la vie de vos collaborateurs, vous allez être aussi amené à échanger avec votre collaborateur pour des raisons techniques, pour des raisons managériales, etc. Mais vous avez aussi le Code du travail qui impose des moments d'échange qui sont codifiés de par la périodicité, de par le contenu. Et justement, celui-ci en a un. Je vais vous en parler très rapidement de deux. Et je dis très rapidement puisque le 29 avril, vous allez avoir justement un autre webinaire qui va vous être proposé justement sur les entretiens professionnels et les entretiens individuels. Yevgenia, je crois que vous avez déjà le nom de l'intervenant pour ces webinaires-là. Oui, oui, vous recevrez de toute façon une invitation, comme d'habitude. Donc, ça sera le 29 avril prochain à 9 heures. Ça sera notre directrice financière de Cinéma d'Attractivité qui interviendra sur les entretiens professionnels obligatoires et les entretiens individuels pour vous donner un peu toutes les clés, les enjeux, les obligations et des process concrets pour réussir vos entretiens. Hmm. Ok, merci beaucoup. Alors très rapidement, vous connaissez un petit peu les obligations. L'entretien professionnel, premier entretien, c'est une obligation légale. Tous les 2 ans, vous avez l'obligation d'échanger avec votre collaborateur, hein, plus au retour de certaines absences de longue durée, comme un congé maladie, un arrêt maladie de plus de 6 mois par exemple. Et l'objectif de cet entretien, c'est de discuter perspective d'évolution et formation. D'accord? Voilà, perspective d'évolution, formation, c'est vraiment les deux points centraux. Alors après, on va discuter un peu du compte personnel de formation et de validation des acquis de l'expérience, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si vous ne respectez pas cette obligation, il y a une sanction financière, hein, à l'égard des employeurs et multipliée par le nombre de salariés qui n'ont pas bénéficié de cet entretien. Donc attention, respectez-le. Dans de nombreuses entreprises, on réalise justement parfois l'entretien annuel d'évaluation et on a tendance à le confondre avec le précédent en disant non mais c'est bon, moi je le fais. Et quand on discute du contenu, on se rend compte dans ce que vous faites, on évalue les compétences du collaborateur, on essaie de le motiver, hein, pour développer sa motivation, le projeter sur les objectifs de l'année suivante, on fait le bilan de l'année précédente. Mais ça, on est vraiment sur un entretien d'évaluation qui en général est annuel. Mais par contre, c'est pas l'entretien professionnel dont on vient de parler précédemment, qui lui est centré sur formation, développement professionnel. Donc attention à bien distinguer les deux. Cet entretien d'évaluation est purement facultatif. Par contre, j'ai souhaité quand même vous en parler aujourd'hui parce que ça reste quand même un excellent outil managérial.
voilà, qui va vous permettre de faire le point sur avec votre collaborateur sur l'année écoulée, ce qui a été bien fait, moins bien fait, sur les évolutions à venir, sur les projets, les objectifs que vous allez lui donner. Et le collaborateur doit vraiment sortir de cet entretien-là avec une véritable motivation, hein, qui va être extrêmement importante à développer. D'autres entretiens, comme noté en bas avec une petite lampe, sont à prévoir s'il y a des cas de forfait jour au télétravail. On en parlera justement juste après. Le point suivant, un point sur la partie évaluation des risques professionnels, hein, hygiène et sécurité. En tant qu'employeur, vous êtes responsable de la prévention des risques, de l'hygiène et de la sécurité au travail. Alors oui, ça passe peut-être par la fourniture d'équipements de prévention individuels, un casque, lunettes de protection, gants, etc., pour les métiers, on va dire, manuels. Mais même pour les métiers de bureau, la première pierre, comme je vous le disais, c'est le document unique, hein, où c'est un document qui est purement administratif. Vous allez devoir identifier quels sont les risques pour mon collaborateur dans l'entreprise. Pour chaque risque, vous allez devoir identifier est-ce que c'est un risque qui peut être grave ou peu grave, et ensuite, est-ce que c'est un risque qui peut être très fréquent ou au contraire ponctuel, et donc avec une fréquence qui va être beaucoup moindre. Voilà. Et une fois que vous avez indiqué les risques, la gravité, la fréquence de chacun, l'idée c'est d'en face d'essayer de quelles actions je peux mettre en place pour réduire la fréquence, réduire la gravité, pour minorer les risques dans l'entreprise. Voilà. Ça, c'est administratif. Vous devez le faire une fois et ensuite, je vous conseille de le mettre à jour tous les ans dans l'entreprise, hein. Pour les structures un peu plus grandes, l'obligation, c'est tous les ans. Mais j'ai envie de vous dire, restez aussi sur cette obligation-là. Prenez cette habitude de chaque année, justement, de le mettre à jour. Surtout que si votre entreprise ne change pas de locaux, ne change pas finalement ses méthodes de travail, ses missions, vous avez simplement éventuellement les actions de prévention à ajuster, hein, mais sinon les risques seront toujours les mêmes. Ce document unique peut vous être demandé par la médecine du travail, en général il le demande, peut être demandé par l'inspection du travail en cas de visite. Il est tenu à la disposition des collaborateurs. Alors après, on ne va pas se le cacher, je connais peu de collaborateurs qui s'amusent à lire le document unique, en tout cas, ça fait partie des documents qui sont tenus à leur disposition. Et ça fait partie, voilà, des obligations légales. Il y a si vous ne la respectez pas, par exemple, c'est 1 500 € d'amende. Mais ça, c'est le faible risque, parce que le risque le plus important, c'est s'il y a un accident grave dans votre entreprise et que vous n'avez pas, on va dire, cette première pierre, eh bien, dans ces cas-là, votre responsabilité pourra être engagée. Donc, je vous invite, s'il y a vraiment une chose que vous devez faire en hygiène et prévention, c'est ça. C'est administratif, c'est compliqué, c'est pénible, mais il faut impérativement que vous puissiez le mettre en place dès que vous avez votre premier salarié. Si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes solopreneur, vous n'avez pas besoin. C'est vraiment dès que vous avez le premier salarié. Alors Le Fabien, télétravail. Oui, je me permets, je suis désolée, avant que tu t'engages sur le télétravail, on a 2 questions dans le chat, qui reviennent sur les slides précédentes. Si on évoque les points obligatoires de l'entretien professionnel durant l'entretien individuel, doit-on faire quand même l'entretien pro? alors, très bonne question. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est que et dans, dans les faits, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est que les deux entretiens sont mixés. Par contre, ce qu'il faut, c'est d'avoir vraiment, comme le législateur demande à ce que ce soit deux entretiens distincts, eh bien, c'est que ça soit avec deux supports, et parce qu'il y a forcément il y a des comptes rendus, et donc d'avoir des comptes rendus qui soient distincts. Mais vous pouvez tout à fait les aborder en même temps. C'est plus simple, c'est plus fluide, et tout le monde perd moins de temps. C'est un gain aussi bien pour le collaborateur que pour l'employeur. Je passe sur le télétravail. Alors, toutes les entreprises ne Pardon peuvent. Fabien, je suis désolée, il y a une deuxième question. Ouais, J'avais pas mon micro d'ouvert. Les activités de mon entreprise se déroulent à mon domicile. Suis-je autorisée à recruter une personne qui participera à des travaux qui s'y déroulent? aucun problème. Bien sûr, c'est tout à fait possible. De toute manière, l'entreprise est domiciliée à votre domicile. Après, par contre, vous avez les mêmes obligations légales en matière de prévention des risques, hein, que si vous étiez dans un local professionnel ou dans un local, on va dire, personnel. Parfois, bien souvent, pour les personnes qui travaillent à domicile, il y a parfois une pièce, hein, qui est un peu plus réservée pour une activité professionnelle, mais sinon, non, il n'y a pas de difficulté. C'est simplement avoir en tête que les obligations qui pèsent sur moi si j'avais un local professionnel sont les mêmes à l'égard de mon collaborateur s'il est à mon domicile, avec le Parf document unique, etc. parf Parfait, justement, dernière question sur le document unique. Est-ce que, ce document, votre cabinet peut nous le faire? Oui, sans aucun problème, avec grand plaisir. On a l'habitude justement d'en traiter de nombreux tous les ans, hein,
Donc après, quelle que soit l'activité, j'ai envie de vous dire. Sur le télétravail, alors ça concernera peut-être pas toutes les entreprises, toutes vos activités, néanmoins, c'est juste pour rappeler qu'il y a un cadre quand même qui est très spécifique, et je vous conseille de le mettre par écrit. Alors si vous avez qu'un seul collaborateur, il peut y avoir juste un document signé entre vous et lui, alors un avenant au contrat par exemple, hein, mais si vous en avez plus, dans ces cas-là, il faudra mettre une charte télétravail. Ce document doit simplement cadrer en fait les conditions d'organisation du télétravail, c'est-à-dire qui peut être télétravailleur, est-ce qu'il y a entre guillemets une période d'essai pour tester le télétravail et éventuellement revenir à un poste sans télétravail? Quelqu'un qui est télétravailleur, dans quelles conditions est-ce qu'il peut demander à revenir à un poste sans télétravail, mais aussi à contrario, l'employeur, s'il trouve que ça ne fonctionne pas, eh bien dans ces cas-là, quelles sont les conditions pour justement revenir à un poste sans télétravail? Voilà, ce sont ces conditions très matérielles que je vous conseille justement de coucher par écrit, hein, dans le cadre d'une charte qui s'appliquera à tout le monde, ou bien dans le cadre d'un accord individuel avec votre collaborateur. Information importante, c'est que l'employeur prend en charge les frais professionnels finalement au sein des locaux. De la même manière, l'employeur prendra en charge les frais du collaborateur à son domicile. Alors bien, c'est-à-dire concrètement, ça va concerner la fourniture d'un ordinateur portable, puisque s'il va travailler à son domicile sur des fonctions de bureau principalement, bah, dans ce cas-là, c'est à moi de lui fournir l'ordinateur portable. S'il utilise son ordinateur personnel, dans ce cas, je dois le défrayer, hein, je dois lui verser une indemnité. Donc après, il y a différentes options, mais en tout cas, gardez en tête, c'est vous devez subvenir aux besoins, aux frais professionnels de votre collaborateur. Il y a une question qui pourrait venir peut-être, c'est si je prends justement un collaborateur en télétravail, est-ce que je suis obligé de lui payer son eau, son électricité, sa box, etc., quand il va travailler à son domicile? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé justement de le faire si votre collaborateur, justement, il a la possibilité de travailler dans un local professionnel, hein. S'il a un bureau où il attend finalement chez lui, pardon, s'il a un bureau qui l'attend dans les locaux professionnels ou à votre domicile, hein, si vous travaillez à votre domicile pour revenir sur la question précédente, vous n'êtes pas obligé de lui payer justement l'utilisation de sa box. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le salarié prend de lui-même la possibilité de travailler à son domicile alors qu'il a la possibilité de travailler en entreprise. Donc à partir de là, je n'ai pas besoin de participer à la consommation d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Information importante aussi pour nos amis télétravailleurs, le Code du travail prévoit un entretien annuel avec les télétravailleurs. Donc vous avez éventuellement entretien professionnel, entretien d'évaluation, entretien télétravail qui vient se rajouter. Sur la durée du travail, quelques informations importantes à vous indiquer, puisque, comme je vous le rappelle, c'est peut-être le cas où il y a le plus de contentieux en France, hein, contentieux prud'homaux. Quand on parle de la durée du travail légal, c'est 35 heures en France. Donc quelqu'un qui travaille à 35 heures, c'est un temps plein. Quelqu'un qui travaille à moins de 35 heures, c'est un temps partiel. Et quelqu'un qui travaille à 35 heures a le droit de faire des heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes les heures qui sont réalisées au-delà de 35 heures. On va le voir justement sur la slide d'après. Les salariés, évidemment, ne sont pas corvéables à merci. Nous ne sommes pas en Corée du Nord. Donc, à partir de là, on doit respecter certains seuils en termes de durée du travail. Et ces seuils, ce sont les suivants. Tout en sachant, c'est indiqué, on est pour des salariés majeurs. Nous n'avons pas décidé d'indiquer les mineurs, puisque dans ces cas-là, il y a encore des conditions plus strictes, hein, et ça ne sera pas la majorité des cas de figure. En tout cas, quelqu'un qui est majeur. Un majeur ne peut pas travailler plus de 48 heures sur une même semaine. Alors, on peut aller plus, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une dérogation de l'inspection du travail. Il faut prendre un petit peu d'avance parce qu'elle n'est pas forcément simple à avoir. Donc, gardez 48 heures maximum et on est vraiment sur un pic d'activité. En moyenne, par contre, un salarié n'a pas le droit de travailler plus de 44 heures en moyenne. Voilà, 46 heures sous dérogation, mais là, il faut prendre un peu d'élan, comme je vous le disais. Donc, si vous avez quelqu'un qui travaille 35 heures avec un pic à 48 heures, il n'y a pas de problème. Par contre, si toutes les semaines, vous faites travailler votre collaborateur 45 heures, là, il va y avoir un problème puisque la durée hebdomadaire moyenne maximum, on est sur 44. Donc, il faudra revoir un petit peu à la baisse la durée du travail. Un collaborateur n'a pas le droit de travailler plus de 10 heures maximum par jour. Et ces 10 heures maximum, c'est vraiment de travail. On décompte les pauses. Hein, donc, c'est-à-dire que s'il a une heure de pause le midi, donc l'heure de pause du midi plus les 10 heures, donc il y aura une amplitude de travail de 11 heures. Et justement, l'amplitude de travail entre le moment où il arrive et le moment où il repart le soir, elle ne peut pas être plus de
13 heures. Et autre information importante, voilà, sur les durées maximales de travail sans pause, le repos quotidien, le repos hebdomadaire, où un salarié, à partir du moment où il arrive dans l'entreprise et qu'il commence à travailler, vous n'êtes pas obligé finalement, contrairement à ce que beaucoup croient, à donner une pause, par exemple, pour la pause déjeuner du midi. Hein. Du moment que le salarié ne dépasse pas les 6 heures d'affilée, après, il faut impérativement une pause, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Légalement, quelqu'un qui arrive à 10 heures, vous pouvez le faire travailler jusqu'à 16 heures. Et il n'y a aucune difficulté légale à cela. C'est le code du travail qui l'indique. Par contre, à 16 heures, il lui faut au moins 20 minutes de pause. Après, à vous d'organiser finalement avec ces informations-là les horaires de travail de vos collaborateurs, tout en sachant que, attention, sur les salariés de moins de 18 ans, il y a des temps ces obligations sont encore réduites pour cadrer un peu plus, sécuriser justement l'emploi des jeunes collaborateurs. Les temps partiels, une petite information quand même, le code du travail sur les temps partiels nous indique qu'on n'a pas le droit d'embaucher quelqu'un à moins de 24 heures par semaine. Alors une fois qu'on a dit ça, on rajoute ainsi qu'il y a quand même quelques exceptions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ces exceptions, par exemple, c'est si vous avez un salarié qui dit mais moi je veux travailler que 10 heures, il n'y a aucun problème, c'est possible. Si vous avez, par exemple, vous embauchez un étudiant qui vient simplement, entre guillemets, en extra le week-end pour travailler dans votre restaurant, il est tout à fait possible de lui proposer un contrat, par exemple, simplement de 8 heures. Voilà, je dis ça au hasard. Pourquoi? Parce que c'est le cas, par exemple, cas des exceptions pour les étudiants pendant leurs études. Hein, c'est quelque chose qui est possible. Ou bien si le salarié en fait directement la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le Code du travail fixe une durée à 24 heures, parfois, les conventions collectives fixent une durée moindre. Elles sont un petit peu plus souples et elles peuvent d'elles-mêmes, dans votre secteur d'activité, le fixer à 10 heures, à 16 heures, 18 heures, etc. Après, c'est à voir en fonction des secteurs d'activité. Hein. Et comme j'en avais parlé aussi un petit peu précédemment, lorsqu'on parlait du contrat de travail et des temps partiels, ces salariés-là peuvent réaliser des heures complémentaires, mais par contre, le nombre maximum d'heures complémentaires doit être réduit. On progresse très rapidement avec les forfaits jours. Le dispositif des forfaits jours, c'est une possibilité qui vous est offerte. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à un besoin immédiat pour vous. En tout cas, c'est au niveau de la durée du travail, c'est une autre manière de comptabiliser. Vous connaissez donc tous la manière de comptabiliser. On doit travailler 35 heures par semaine. Si je travaille 36 heures, eh bien, je vais avoir une heure supplémentaire qui m'est versée, etc. Mais il existe aussi, le Code du travail prévoit la possibilité de réaliser des contrats en forfait jour, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du nombre d'heures travaillées à la semaine, mais on va comptabiliser un nombre de jours travaillés à l'année. Le Code du travail indique qu'il est au maximum de 218. Voilà, après il peut être moins. Hein, mais l'idée, c'est de se dire, peu importe le nombre d'heures que je travaille chaque semaine, par contre, je ne dois pas travailler plus de 218 jours dans l'année. Et si je travaille plus de 218 jours, dans ce cas, j'ai des jours supplémentaires qui sont versés. Et quand on parle d'un jour de travail, si un collaborateur vient et qui travaille 10 heures dans la journée ou qui travaille simplement une heure, c'est comptabilisé comme un jour. Voilà le principe. Euh, je ne rentre pas plus dans le détail, c'est simplement pour vous alerter sur cette possibilité qui existe. Après, au besoin, si un peu plus tard vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me recontacter. De toute manière, vous avez mon email et mon numéro de téléphone sur la slide de présentation du cabinet pour que ça soit plus simple pour vous, que je sois à votre disposition. Information importante, c'est que vous avez l'obligation de contrôler le temps de travail. Alors, si tous vos collaborateurs travaillent suivant un horaire imposé, et tout le monde arrive en même temps, tout le monde repart en même temps, il n'y a pas de problématique particulière. Par contre, si vous avez des horaires individualisés avec des collaborateurs qui peuvent arriver un peu plus tard, un peu plus tôt, ou partir un peu plus tôt, un peu plus tard, vous devez contrôler le temps de travail. Concrètement, il y a deux manières de contrôler le temps de travail. Soit vous mettez en place une badgeuse, voilà, où on bip quand on arrive et quand on part, ou bien c'est quelque chose de déclaratif avec les collaborateurs qui vont justement déclarer sur un document les heures travaillées, et vous allez le contresigner. Je vous invite à le contresigner justement pour immédiatement, éventuellement, recadrer certaines dérives ou si vous n'êtes pas d'accord avec certains horaires qui ont été indiqués. Je vous invite à être strict sur cet élément-là, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même énormément de contentieux sur la durée du travail. Au départ, tout se passe bien avec le collaborateur, on ne fait pas attention à ce genre de choses, et parfois il y a des tensions qui peuvent arriver, et là, on peut parfois basculer sur quelque chose d'un peu plus embêtant pour votre entreprise.
un prud'homme, demander des rappels d'heures supplémentaires sur 3 ans, donc avec les majorations, etc., ça peut avoir sur des montants qui peuvent être assez importants et mettre en danger votre entreprise. Donc attention toujours à bien contrôler la durée du temps de travail, de conserver, alors soit informatiquement via une badgeuse ou bien de manière, comment ça s'appelle, papier, hein, en tout cas, un élément qui permet de savoir exactement sur telle semaine, combien d'heures il a travaillé, et évidemment que le nombre d'heures travaillées sur les documents correspond au nombre d'heures payées sur les bulletins de salaire. On arrive très rapidement sur la fin de cette présentation avec un affichage obligatoire. Cette obligation-là, elle est très simple à être réalisée. On vous a mis le contenu de l'affichage obligatoire justement jusqu'à 11 salariés. De manière, ce soit vous reprenez tout, ou bien vous pouvez très bien acheter justement sur des revendeurs sur Internet des affiches qui sont déjà codifiées. Alors attention à prendre la dernière affiche qui est à jour des dernières informations, bien évidemment, où vous avez simplement quelques informations à rajouter. Par exemple, ça va être votre convention collective, les horaires de travail, le nom de votre médecin du travail, les coordonnées de l'inspection du travail, etc. Ça va vous prendre 10 minutes à compléter cette affiche une fois qu'elle sera reçue. Vous l'affichez dans votre, comment ça s'appelle, dans votre local et vous avez répondu à cette obligation légale. Vous êtes tranquille. Et ça doit coûter aux alentours des 25 ou 30 euros hors taxe. C'est une affiche plastifiée, donc c'est plutôt pratique. Je vous invite à utiliser ce modèle-là hein, pour pouvoir répondre à toutes ces informations. La convention collective, un petit mot, avant-dernier point, justement, vous en avez tous entendu parler, mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est. Vous avez le Code du travail qui stipule, qui présente des obligations, des droits hein, pour le collaborateur, pour l'employeur, mais pour l'ensemble du territoire français. Et dans chaque secteur d'activité, vous avez les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales qui représentent les collaborateurs et les organisations patronales professionnelles, ce qu'on appelle, qui représentent les employeurs, qui se regroupent et qui négocient voilà, des adaptations du Code du travail pour justement pouvoir être un peu plus ciblé sur les besoins de votre secteur d'activité. C'est toujours, c'est pas hyper engageant à lire une convention collective, mais néanmoins, vous devez savoir ce qu'il y a dedans, puisque ça va définir parfois des conditions spécifiques sur les salaires, hein, puisque vous avez le SMIC, hein, l'obligation légale minimum d'emploi, mais les salaires, il y a des salaires minimaux qui sont aussi versés, qui doivent être versés, respectés au sein de ces conventions collectives. Donc attention, vous avez aussi parfois des droits à congés pour événements familiaux qui sont aussi prévus dans ces conventions collectives. Il faut savoir ce que c'est. Et puis, vous avez aussi des informations qui sont plutôt intéressantes pour vous, hein, par exemple, qui sont dans ces conventions collectives-là. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire justement des contrats forfait jour? Est-ce que mes temps partiels, il y a des conditions particulières sur la rédaction du contrat de travail? Est-ce que je suis bloqué à 10% ou est-ce que je peux aller jusqu'à 33% d'heures complémentaires, etc. Hein, est-ce qu'il y a une possibilité d'annualiser le temps de travail? Voilà, différents points justement qui sont mentionnés dans ces conventions collectives et qui peuvent vous permettre d'ajuster plus facilement la gestion opérationnelle de votre entreprise. Le plus compliqué parfois, c'est de savoir mon entreprise de quelle convention collective est-ce que je vais relever. Hein, alors, vous avez justement la possibilité de trouver directement ça avec un simulateur. Hein, voilà, donc on vous a mis l'adresse juste en dessous pour trouver la convention collective la plus adaptée. Par contre, ce que je vous invite, c'est si vous pensez que cette convention collective peut être la bonne, reprenez bien simplement le premier article qui concerne le champ d'application, qui va vous expliquer quelles sont les entreprises qui doivent adhérer à cette convention collective. C'est plutôt simple à comprendre, hein, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences juridiques, mais comme ça, vous serez sûr que c'est bien cette convention collective-là que vous allez devoir appliquer, tout en sachant que si vous prenez votre code d'activité, c'est simplement c'est un indice, c'est une indication. C'est pas parce qu'une convention collective mentionne votre code d'activité que impérativement vous allez devoir adhérer à celle-ci. C'est juste un indice. Voilà, donc faites bien vos recherches. Au besoin, après, nous pouvons vous accompagner, vous aider, bien évidemment, pour trouver la parfaite convention collective. Et ce qui peut être intéressant parfois, parce qu'on peut être à mi-chemin entre deux conventions collectives, hein, ça peut tout à fait arriver, eh bien, c'est de parcourir ces conventions collectives-là pour savoir quelle est celle, on va dire, où moi, qui m'intéresse le plus moi en tant qu'employeur, où j'ai peut-être le moins de contraintes financières, notamment, hein, puisque certaines conventions collectives peuvent, par exemple, prévoir un 13e mois, et pas d'autres. En tant qu'employeur, bah, il est peut-être parfois préférable de se dire, je ne suis pas contre de verser un 13e mois, mais pas tout de suite. Attendons un petit peu. Je préfère que ça soit moi qui décide plutôt que ça me soit imposé dès le début par ma convention collective. Donc, à choisir, à vous de faire toutes les recherches.
Et enfin, un dernier point très rapide. Voilà, 3 informations très importantes. J'en ai parlé rapidement. Vous avez un registre unique du personnel à tenir, hein, pour lutter contre le travail non déclaré. Ce document peut vous être demandé par l'inspection du travail. C'est 3 fois rien. Le registre peut être digitalisé ou papier, à vous de voir. C'est simplement de noter, voilà, tous les salariés qui rentrent dans l'entreprise avec une date d'entrée, une date de sortie lorsqu'ils partent. Ça va pas plus loin, hein. Attention à votre responsabilité civile professionnelle. Elle doit bien couvrir justement tous vos risques. Et puis ensuite, concernant la gestion de la paye et des obligations sociales, il existe plein de dispositifs sur Internet, hein, pour pouvoir réaliser votre paye. Si vous les utilisez, si vous réalisez votre paye vous-même, attention, la paye, c'est pas simple. C'est très complexe. Et donc, ça peut être intéressant quand même, parfois, de faire appel à un cabinet de paye spécialisé en paye, justement pour gérer cet aspect-là. Vos fiches de paye, vos déclarations, ce qu'on appelle les DSN, déclarations sociales nominatives, et puis ensuite le paiement des obligations sociales. Yevgenia, mesdames, messieurs, j'en ai Oui. terminé pour aujourd'hui. Donc maintenant, écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.